à présent de l'entreprise du jour et nous recevons sur ce plateau Manuel Chauffrin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le fondateur d'Averix, cabinet de conseil stratégique spécialisé dans la planification et l'urbanisme des systèmes de transport émergents et innovants. Comment vous est venue l'idée d'Averix? En fait, tout a commencé en 2012 avec la création d'un premier laboratoire de la mobilité électrique premium en transportant des stars de la mode pendant les Paris Fashion Week et à Milan aussi en véhicules électriques. Et de fil en aiguille, on a été absorbé par un de nos grands clients, BMW, qui avait besoin d'assistance pour créer son premier réseau de recharge véhicules électriques en France, et après ça avec une extension au Brésil, et donc des missions de conseil au fur et à mesure, une évolution en passant d'un laboratoire à un cabinet de conseil stratégique. Dans un premier temps, en 2012, on s'appelait VIP Air, client VIP, AIR pour des transferts aéroportuaires, -E électrique, Premium Mobility Services. Et comme vous l'avez dit, c'était un laboratoire, ce qui vous a permis d'évaluer pas mal de problématiques au cours de l'évolution de votre cabinet de conseil aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de cette période-là? La période était probablement pas encore suffisamment mûre pour accueillir des véhicules électriques, problème d'infrastructure de recharge, trouver des bons partenaires, des engagements difficiles auprès d'énergéticiens, des villes qui comprennent qu'il faut décarboner, qu'il faut avoir des véhicules à faible impact environnementaux. En revanche, quel type de véhicule? Faut-il passer vers du transport en commun de manière massive avec une infrastructure qui commençait à vieillir? Ou alors justement réduire la mobilité de certains véhicules qui devenaient de plus en plus polluants. Donc probablement avoir eu raison un petit peu trop tôt, c'était bien d'être laboratoire, et puis des premiers pas aussi où on nous trouvait un peu étrange quand on a commencé à travailler sur les véhicules autonomes dès 2013. Alors les aéroports sont vos principaux clients, la gestion des flux autour d'une zone aéroportuaire est une problématique de plus en plus importante. Vous proposez des solutions qui réduisent le temps de transport d'un point A à un point B, et des solutions terrestres mais aussi aériennes, le tout en respectant l'environnement. C'est ça qui est le propre à Averix. Oui, tout à fait. En fait, on travaille maintenant sur le domaine, certes, qui a été terrestre. On commence à travailler sur le domaine fluvial, on en parlera aussi. Et puis, on commence à regarder les systèmes supra-aériens. Vous avez des sociétés qui font des PRT, PRTs, People Rapid Transit, qui sont en fait des petits pods suspendus qui vont très très vite, comme la société SupraWays. Et vous avez aussi ce que l'on est en train de voir qui se développe, le futur drone de transport de personnes, l'avion électrique, les eVTOLs, Electric Vertical Takeoff and Landing, où là vous avez des sociétés comme Uber, Airbus qui travaillent dessus, Lilium, qui intéressent justement d'une part des collectivités en termes d'attractivité pour arriver rapidement d'un aéroport ou d'un aéroport à un autre en navette. Et ces moyens de transport sont autonomes? Alors ils seront autonomes prochainement. D'accord. La mobilité du futur concrètement, à quoi ça ressemble pour vous? La mobilité du futur, pour nous, c'est un peu complexe dans le sens où il faut travailler sur ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service, mais en y rajoutant le T, Transport and Mobility as a Service. Et ça doit être une mobilité qui est à la fois individualisée, c'est toutes les trottinettes électriques qu'on voit partout, les gens veulent pouvoir se déplacer rapidement, probablement automatisée, de grands acteurs travaillent sur robotiser des trottinettes électriques, donc vous n'aurez même plus à tenir le guidon, il y a déjà des motos qui sont autonomes, qui tiennent seules. Mais en même temps réussir à massifier l'offre de transport. Donc il faut réussir à combiner une offre de transport individualisée et elle aussi massifiée avec des fonctions de robotisation et d'automatisation. Alors on parle de cette automatisation, de ces véhicules autonomes. Quels sont les risques et les enjeux de ces solutions autonomes justement? Les risques principalement ce sont leurs limites de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans de nombreux débats, on a eu quand même pas mal de médias qui ont parlé des limites de fonctionnement de ces systèmes, des accidents avec des véhicules autonomes suite à une absence de vigilance de conducteurs opérateurs de véhicules test en laboratoire. Et en revanche, les opportunités, c'est des réductions de coûts qui sont phénoménales. Vous avez Tesla qui a annoncé tout dernièrement qu'on pourrait arriver à des coûts d'exploitation de l'ordre de 28 cents dollars pour un véhicule et réduire le coût d'un véhicule à 25 000 dollars par an, ce qui est ridicule en termes d'avoir des véhicules qui sont électrifiés, robotisés et partagés. Donc il semble maintenant évident que le véhicule que vous allez acheter ou que vous allez prendre en financement prochainement, vous allez le partager avec d'autres et vous allez gagner de l'argent avec, et ce véhicule-là devrait s'apprécier parce que du coup il est partagé, individualisé, mais il rentre dans une offre de transport massifiée. Alors Averix, comment vous vous êtes développé au fur et à mesure des années? On s'est développé d'abord la démarche laboratoire, après ça des activités de conseil, création d'une activité aussi en filiale joint venture au Brésil, à Sao Paulo, PlugGo Mobility, et puis on a remonté la chaîne de valeur, passé de laboratoire, conseil stratégique pour maintenant accompagner des territoires qui sont en manque d'attractivité. Certains sont désenclavés, ils souhaitent couvrir ce qu'on appelle des lignes blanches ou des zones blanches où il n'y a pas de transport en commun, et donc on a ces problèmes par exemple en France où il y a beaucoup de difficultés à maintenir une activité dans des territoires périurbains
périurbains, voire ruraux. Un des exemples, c'est le projet Tornado Mobility à Rambouillet, développé avec Renault et notre affilié BMCP, où là, l'activité se développe pour proposer un TEMAS avec des véhicules robotisés. Notre prochaine étape, ça va être de développer des solutions sur un système qui va être fluvial, maritime, côtier. Donc là, c'est le côté développement d'une activité maritime. Et aussi, on le disait ensemble tout à l'heure, aérienne. Alors en termes de projets fluviaux, on a annoncé quelques projets dans le nord de la France, en Normandie, qui devraient voir le jour prochainement. Le projet NEAC, navette électrique autonome de Caen. Et ça va être donc de travailler justement sur des solutions de bateaux robotisés. On pourra vous en dire plus prochainement. Alors les bateaux robotisés en Normandie, même à Paris, pourraient voir bientôt le jour aussi. Alors, il y a eu le sujet de Sea Bubble, que l'on connaît tous, voilà, qui déchire un petit peu le cœur de certains. Et en fait, non, Sea Bubble est une entreprise qui est maintenant internationale, qui va proposer ses services aussi et ses véhicules, ses petits bateaux, probablement à Paris, dans d'autres territoires qui sont fluviaux, dans des lacs, bien évidemment. Donc, oui, ça arrive très prochainement. Paris a beaucoup d'enjeux. Les JO 2024, transporter, le Grand Paris, le Grand Paris Express, beaucoup de discussions sur le CDG Express. Et donc, oui, plein de sujets. Alors, vous travaillez avec de nombreux partenaires et des sociétés qui souhaitent réellement faire évoluer leur mode de transport. Qu'est-ce qui vous démarque aujourd'hui de vos concurrents? Je pense que ce qui nous démarque, c'est d'abord le temps d'avance. Travailler depuis 2012 sur des véhicules électriques auprès d'une clientèle très exigeante, une clientèle premium. Après ça, dès 2013, travailler sur des véhicules autonomes. Les premières navettes autonomes que l'on connaît maintenant, que l'on voit partout, Navia et EasyMile, nous avons accompagné dès 2013 dans un premier temps. Ça s'appelait Induc Technologies avant que ça devienne Navia. EasyMile juste derrière, et maintenant travailler dans des projets de R&D avec de grands acteurs comme Renault par exemple sur des Zoé robotisés, c'est pour nous le temps d'avance. Et ce qui nous démarque, c'est aussi cette capacité justement à avoir une vision, à la planifier et à urbaniser ces systèmes émergents. On a, je pense, la vision de croire que ces systèmes qui sont maintenant déployés ailleurs, notamment dans l'espace, où on a des robots qui fonctionnent seuls, ces systèmes-là sont en train d'arriver sur la Terre, entre guillemets, et donc on est parti pour revenir et les proposer ici. Vous êtes présent à travers toute la France, aussi au Brésil au départ, on en parlait tout à l'heure. L'objectif, j'imagine que c'est de se développer un maximum à l'étranger. Comment vous comptez y procéder? Alors on y procède en ayant une démarche un petit peu aussi de piggybacking. On est une petite structure, donc on travaille aussi avec de grands constructeurs automobiles par exemple. On travaille de plus en plus avec des territoires, et puis en Europe il y a beaucoup d'appels à projets de recherche et de développement, où là on va bénéficier de subventions et d'assistance avec de plus gros partenaires pour couvrir des besoins européens. Et puis l'objectif, c'est de retourner aussi à Singapour, comme on a déjà développé certains projets là-bas à l'époque, par exemple pour Induc Technologies qui est devenu Navia. Deux échéances importantes en France également, et à Paris plus précisément, on en parlait tout à l'heure, les JO 2024, le Grand Paris. Quelles sont vos perspectives et vos objectifs concernant ces deux grosses échéances qui arrivent? Alors les JO 2024, c'est permettre à la France et à Paris de faire la différence. On voit que les JO de Tokyo vont arriver avec une démonstration de force autour de véhicules autonomes, robotisés, pour aller accueillir tous les visiteurs, pour également accueillir les sportifs, les athlètes. Donc ça, pour nous, ça va être de dire comment est-ce qu'on peut proposer aussi la cerise sur le gâteau pour Paris JO 2024. Est-ce que ce sera un système robotisé, un système partagé qui fera la démonstration mondiale? Autour du Grand Paris, ça va être de continuer à réfléchir avec certains acteurs justement pour couvrir les zones blanches et avoir en fait ce lien entre les grandes gares qu'on va avoir autour du Grand Paris, voire du Grand Paris Express, et des systèmes qui peuvent être robotisés, des bus qui vont être robotisés, automatisés à terme, ou encore une fois ces navettes autonomes comme Navia ou EasyMile qui répondent aux besoins de certains territoires qui sont périurbains. Alors comment la démarche s'opère pour faire appel à vos services? Les sociétés ont un cahier des charges assez précis, j'imagine, dans le design, la vitesse, la capacité d'accueil. Comment ça se déroule? En fait, quand on parle d'un système émergent et innovant, il faut d'abord le comprendre, l'étudier au plus tôt, et puis après ça, croiser ça avec le besoin du territoire. Donc on va partir d'une étude d'opportunité. Est-ce qu'il est opportun de faire changer un système de transport? Est-ce qu'il est opportun d'intégrer un système qui est innovant ou émergent? Et après ça, on rentre dans des phases d'études de faisabilité qui sont assez standards. Notre, qualité principale, c'est aussi d'accompagner très très tôt les bêta-testeurs. Ces premiers clients, noyaux durs, qui vont se prononcer sur la pertinence du système. On le fait régulièrement et on a justement un savoir-faire sur cette clientèle très exigeante, la clientèle premium, qui maintenant est en train de
pratiquement dessiner les attentes de tous autour de systèmes émergents. Alors, dernière petite question, est-ce qu'en France, on a du retard concernant la mobilité par rapport aux États-Unis ou à nos voisins européens, par exemple? Je pense qu'on avait une forme de temps de retard en termes de réflexion, de mise en œuvre, de déploiement. C'est maintenant rattrapé. Vous avez l'agence ADEME qui propose maintenant des appels à projets pour que tout le monde puisse y répondre et déployer ces systèmes. Le temps de retard reste en revanche sur la partie levée de fonds et capitalisation. On en parlait par exemple pour Seabubble. On en parle aussi pour d'autres startups qui lancent beaucoup de systèmes innovants qui, contrairement aux États-Unis ou à la Chine, sont sous-capitalisés, ce qui, quelque part, nous donne un temps de retard. Ont peur des risques que ça peut engendrer? Je pense que les investisseurs ont encore trop d'interrogations sur ces systèmes émergents, alors qu'à l'étranger, justement, l'investissement se fait extrêmement rapidement pour tester, éventuellement échouer, mais en tout cas, la courbe d'apprentissage, elle est déjà là, on y rentre très très tôt et on apprend à faire la différence pour attirer d'autres investisseurs, ce qu'on fait un petit peu moins bien en France. Merci beaucoup Manuel Chauffrin, je rappelle que vous êtes le fondateur d'Averix. On marque une petite pause dans le live de Téléfinance, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.